Salut à tous, voilà enfin la vidéo tant attendue depuis des mois et des mois sur l'Heliamphora. Donc je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien au niveau débutant les choses à éviter quand tu veux te lancer dans ce genre de plantes. L'Heliamphora. L'Heliamphora devient la plante préférée que j'ai en culture maintenant depuis... Je l'ai eu des années en arrière, il y a une quinzaine d'années. Maintenant, je suis revenu un petit peu, j'ai changé sa façon de la cultiver pour lui donner les conditions optimum et non, voilà, ça se passe comme ça et ça marche, mais non. Donc je suis reparti sur des conditions optimum, j'ai remis ça en point depuis cet hiver, donc ça fait à peu près 6 mois que les conditions sont recréées au maximum au niveau de tes puits. Et là-dessus, je vais bien insister parce que toutes ces informations m'ont été données et je les remercie sur cette vidéo. C'est François, il y a Nicolas pour ceux qui le connaissent et Gaël. Donc Gaël, on en a discuté des heures et des heures et des heures. Et on est toujours en train d'en discuter pour toujours améliorer les choses, pour continuer vraiment à les tenir au maximum dans leurs conditions parfaites pour qu'elles ont des croissances parfaites. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a beaucoup d'informations qui m'ont été données par ces 3 collectionneurs et qui sont 100% Heliamphora si je puis dire. Pour vous faire un petit peu le schéma des Heliamphora. C'est des Heliamphora qu'on trouve sur le globe du monde dans des endroits les plus perdus, les plus mystérieux et les plus inaccessibles. Pourquoi c'est inaccessible? C'est des plantes qui vivent sur des sommets de montagnes au Venezuela. Une grosse partie au Venezuela, donc on appelle ça les tépuis. C'est des montagnes qui sont avec des parois entre guillemets abruptes, donc très difficiles d'accès. Et une fois qu'on commence notre randonnée, on part sur plusieurs jours pour pouvoir atteindre ces sommets. Donc les tépuis du Venezuela, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est très reculé du monde et c'est le climat le plus catastrophique, je pense, qui peut exister sur le monde au niveau météo. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément des fois et qu'on cherche toujours à recréer des milieux au maximum optimum pour redonner finalement ces climats hyper tendus au niveau des tépuis. Sur les tépuis, voilà, vous avez différents tépuis avec les plantes qui sont éparpillées sur les tépuis. On ne trouve pas Heliamphora, tous les Heliamphora sur tous les tépuis. Donc là-dessus, je vais bien insister, et c'est ça qui donne des espèces différentes suivant les tépuis, différentes localités aussi qui donnent des formes différentes, et je vais y revenir après. Mais voilà, en ce qui concerne pour les localités que vous voyez beaucoup au niveau des plantes, et surtout faites attention, gardez bien ces localités, car une plante, par exemple, on va dire dans les minors, est complètement différente d'un tépuis à l'autre. Elles ne vont pas se ressembler. Donc, en niveau espèces, on va dire grosse partie espèces différentes de Heliamphora. À cette heure-ci, il y en existe 23. Après, ces 23 aujourd'hui, c'est tellement
inexploré comme monde que logiquement dans les années encore à venir des nouvelles espèces vont sortir, c'est obligatoire. Donc pourquoi, je vais revenir un peu sur la météo de ces fameux tépuis. Pourquoi je vous disais que c'était la pire météo? C'est la pire météo parce qu'il y a des amplitudes thermiques énormes. C'est ce qui est très très important pour cette culture d'Helianthphora, ça va être les amplitudes thermiques au niveau déjà de la température. Vous avez des températures qui descendent assez basses, dans les 8 degrés en général, ça descend à 8 degrés. Ça peut remonter jusque 30 degrés sans souci en journée, mais obligatoirement dès que ça va atteindre des températures un petit peu trop élevées, qu'est-ce qui se passe? Et un phénomène tout à fait comme chez nous, il va se mettre à avoir des très gros orages là-bas. Ce qui fait que ça va redescendre la température très rapidement pour se restabiliser un peu plus basse. Mais on n'atteindra jamais des températures caniculaires sur ces sommets. Donc, quand il y a orage, là-bas c'est des orages hyper violents. Il y a des vents hyper violents. Il y a des pluies, quand ça pleut, imaginez-vous, ça pleut à saut et à saut et à saut et à saut et à saut. Ça ne s'arrête pas. On parle même que les terrains, ça doit être à vérifier, mais j'en suis presque sûr que les terrains sont plus ou moins lessivés, comme c'est des tépuis, c'est plus ou moins lessivé et voilà, ça repart comme ça. Et c'était vraiment pour vous donner une idée de ces pluies qui se passent là-bas. Donc de gros orages, de très grosses pluies et des très gros vents. C'est des plantes qui sont sujets, et suivant différents tépuis, il y a les tépuis qui sont un peu plus bas, peut-être moins, mais les tépuis qui sont hyper perchés apparemment auraient des vents qui atteignent des km/h très très élevés. Donc pour vous faire le petit schéma encore, donc là nous sommes sur les sommets tépuis et on redescend en bas des montagnes tépuis, nous arrivons dans les forêts tropicales style le Grand Sabana que tout le monde connaît. Voilà, en plaine nous sommes en conditions tropicales. En haut, nous sommes en conditions extrêmes avec ces conditions météo complètement différentes, si je puis dire. Donc moi, je voudrais vraiment insister, c'est au niveau des débutants qui veulent se lancer sur les Helianthphora. C'est super beau comme plante. Là, il n'y a rien à dire là-dessus, tout le monde aimerait bien en avoir. Mais le problème, et je vais insister là-dessus, si ça fait un mois que vous faites les plantes carnivores, vous oubliez les Helianthphora. Vous aurez très de difficultés à pouvoir garder ces plantes. Donc, pour pas trop te décevoir si tu es débutant, là je te parlais d'espèces pures, il existe 2 Helianthphora qui restent très faciles, on va dire, à cultiver. Et attention, je parle à des personnes qui ont plusieurs mois quand même dans le domaine carnivore et pas des cultures, voilà, ça fait 15 jours, ou si c'est en plus de ça tes premières plantes, tu peux oublier tout de suite. Mais les seuls que vous pouvez avoir et qu'on voit souvent discuter, c'est toujours Heterodoxa X minor et Heterodoxa X nutant qui ressort. C'est des plantes, voilà, on arrive à leur donner n'importe quelle condition, plus ou moins, entre guillemets, attention, mais c'est des plantes qui arrivent à s'adapter. Il y en a qui font ça en serre froide, avec des 5 degrés, sans amplitude thermique réelle, voilà, ça passe. Nous, on les remet en condition optimum. Vous doutez bien que ça pousse beaucoup plus vite que ces conditions de tempérées, si je puis dire. Et il y en a qui vont les mettre en lowland. Parce que là, Helianthphora, on parle de highland. En lowland, c'est pareil. Il y en a certains qui vont les mettre en lowland. Après, ça marche, ça arrive à marcher. Mais en fait, c'est pas les conditions réelles de Helianthphora. C'est comme demain... voilà, vous mettez en lowland un Sarracenia. Le Sarracenia, s'il a de la bonne luminosité en lowland, enfin je veux dire, quand on va dire lowland, je vais m'expliquer plus précisément, c'est une température constante de 25 degrés. Si vous avez une température constante de 25 degrés, le Sarracenia, il n'y aura pas de problème. Il va pousser, il va tenir le choc. Mais après, voilà, sur les années, il va finir par s'épuiser et finir par dépérir. Et c'est toujours sur plusieurs années. Donc, moi,
je ne vous conseillerais pas, et je vais rester sur mes conditions que j'ai appris grâce aux grands collectionneurs d'Heliamphora, et je resterai là-dessus, et je ne donnerai jamais d'autres conditions pour l'instant, sauf peut-être essayer un petit peu le hors-gel pour les 2 hybrides que je viens de vous citer, juste pour faire des tests. Voilà. Il faut toujours penser à recréer les bonnes conditions pour pouvoir un développement rapide de la plante. C'est pareil. L'histoire de laisser vos plantes en hors-gel pour ces 2 hybrides, on va revenir à une situation pour l'Heliamphora qui va tomber plus ou moins dans une dormance l'hiver, alors que dans ces conditions que je vais vous citer après, l'Heliamphora n'a pas réellement de période de repos. Elle est en croissance toute l'année, et toute l'année, elle pousse. Donc voilà, c'est pour ça la petite différence qui fait aussi qu'en hors-gel, vous allez avoir des plantes qui vont être plus longues à pousser, et plus longue à pousser parce qu'il y a l'interruption de l'hiver, et après vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à se relancer au niveau du printemps. Donc moi, comme tu vois, j'ai commencé, je fais des tests entre guillemets. Je suis en terrarium dans la serre tempérée. Donc déjà la serre tempérée, tu vas voir, ça va me permettre de pouvoir avoir cette température de nuit complètement basse chauffée grâce à cette serre, et système de chauffage journée pour le bac. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un thermostat qui fait les deux. Donc je suis en test terrarium dans la serre, et une fois que c'est logique, hein, ça commence à se remplir, voilà. Donc j'ai en projet de faire une serre spéciale Heliamphora, et c'est un rêve que j'ai envie d'avoir. C'est de recréer, voilà, en serre c'est pas pareil qu'un terrarium. Un terrarium, je les ai devant les yeux. Voilà, une serre, je vais peut-être pouvoir recréer des climats un petit peu, voilà, comme on voit un petit peu des fois sur les photos, avec des plantes qui sont accrochées des fois peut-être sur des roches, des choses comme ça. Donc on a plus de facilité en serre que des petits terrariums. Mais voilà, c'est juste le test, c'est juste pour me faire la main. C'est pas une main que je me fais d'aujourd'hui. J'avais certains Heliamphora, je devais en avoir 4, il m'en restait 4. On avait 4 qui étaient dans la serre comme ça, mais je vous dis en condition voilà, plus ou moins Lolland, si je puis dire, hein. Le bac descendait à 12, en journée il remontait à 20, voilà, c'était pas des amplitudes thermiques énormes, mais j'avais 4 Heliamphora que j'ai gardé comme ça, et il y a une quinzaine d'années, j'en avais peut-être 25 différents. Puis petit à petit, voilà, je suis arrivé ici dans la pépinière, j'ai pas redonné les mêmes conditions que j'avais en étant amateur, et ce qui fait que à l'heure actuelle ils ont été perdus. Donc c'est vraiment un grand regret, parce que j'avais des choses que à l'heure actuelle je n'arrive toujours pas à retrouver, comme Heliamphora ispida. Celui-là j'arrive pas à remettre la main dessus, et j'en avais quelques-uns comme ça que à l'heure actuelle j'ai pas réussi à la remettre la main dessus. Donc là j'ai pas réellement compté, j'ai peut-être rentré une quarantaine d'Heliamphora sur l'hiver. C'est 40 voilà, nouveau. J'essaye de pas rentrer trop vite, hein, parce que j'ai peur de perdre certaines espèces qui restent assez onéreuses aussi, il faut le dire. Il y a certaines plantes qui sont très très chères, et pour l'instant voilà, j'ai rentré des petites plantes, un peu tout ce qui est de base. J'ai les minors, j'ai des pulchella, et puis voilà, il y a 2-3 petites choses un petit peu plus délicates que je me suis permis quand même de rentrer. Mais voilà, c'est se faire la main. On se fait la main sur un Heliamphora, et on se fait pas la main sur 2 mois. L'Heliamphora, le problème c'est que vous allez avoir cette période d'hiver. Donc cette période d'hiver, vous allez avoir les amplitudes qu'il va falloir jouer, mais la luminosité. C'est très important que la luminosité, on va revenir encore après. Mais donc déjà il y a ça. Et ce qui va être hyper délicat, c'est quand on va arriver sur l'été. L'été, c'est pareil, il faut trouver des systèmes pour pouvoir refroidir vos Heliamphora. Ils peuvent passer les 40 degrés, mais après voilà, il faut faire très attention, toujours leur redonner les bonnes conditions pour pouvoir... Moi, voilà, je suis là, vous voyez, l'écran thermique est tiré au-dessus, je les mets à l'ombre pour... là, ce matin, c'était à 31 degrés. Voilà, j'essaye de ne pas dépasser la limite des 30 degrés pour ces plantes-là. Automatiquement, l'ombrage est fermé, il reste comme ça jusque 17 h le soir, donc c'est que c'est moins chaud, et ça me permet d'avoir une rebaisse de température. Donc, je vais passer en explication directement avec le terrarium pour que vous compreniez mieux. Donc là, vous êtes devant une gaine extracteur. Donc l'extracteur est dans le sens pour cracher dans le terrarium. En fait, c'est le système de chauffage. Le système de chauffage, j'ai opté pour un système de chauffage soufflant.
C'est un système de chauffage soufflant en 400 watts qui est dans un cube en fait sous le terrarium qui chauffe un aquarium à une vingtaine de degrés, 20-22 degrés, et automatiquement se fait aspirer par cette gaine et recracher dans le terrarium. Ça évite d'avoir un chauffage soufflant dans votre terrarium qui va vous assécher l'air qui est très mauvais. Voilà, ça le diffuse tout doucement, mais attention, en plein hiver, quand je remonte, parce que la nuit ça tombe à 5 degrés, j'arrive à remonter à 15 degrés en quelques minutes. Mais attention à toujours ne pas avoir ce système de soufflant à l'intérieur qui réchaufferait beaucoup trop vite pour les Ediamphora. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer le caisson, mais c'est un caisson qui est fermé hermétique avec ce petit chauffage. On aspire la chaleur. En ce qui concerne la chaleur, je vais vous dire ce que je mets pour l'instant. Donc la nuit, ça tombe, il n'y a plus de chauffage, l'extracteur s'arrête. Donc en général, il s'arrête sur les coups de 18 heures. Comme ça permet de redescendre tout doucement en température. Automatiquement, la serre est chauffée à 5 degrés. Donc le terrarium passe ses nuits à 5 degrés. Dès qu'on arrive sur les 8 heures le matin, de nouveau l'extracteur va se mettre en route pour recréer ses 15 degrés en journée. Et il passera minimum 15 degrés en pleine journée. Mais voilà, en discutant, en continuant de discutant, on se rend compte que finalement à 15 degrés ça végète peut-être un petit peu. Donc peut-être voir pour augmenter cette température, et je pense augmenter au niveau 20 degrés journée et peut-être pas descendre aussi bas la nuit. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun problème avec ces températures. C'est juste pour pouvoir recréer ces conditions et qu'il n'y ait pas de ralentissement au niveau de la croissance. Mais ça marche très bien comme ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On voit bien cet extracteur qui est en train de souffler à l'intérieur. Vous devez entendre le bruit logiquement. Même si ça chauffe pas, ça permet de créer toujours un bon petit courant d'air. Et je vais revenir là-dessus tout de suite. Équipez vos terrariums avec des ventilateurs. Il faut brasser énormément l'air. Là, on est au mois de mai, les portes du terrarium sont ouvertes, mais quand nous sommes en hiver et que ça chauffe toute la journée, nous ne pouvons pas ouvrir les portes parce qu'il fait 5 degrés dans la serre. Et même si vous êtes en bonne condition au niveau de ces choses-là, en général on n'ouvre pas forcément ces terrariums, donc il faut que l'air soit brassé énormément pour éviter ces moisissures, parce que nous sommes dans des atmosphères très saturées. Donc c'est des ventilateurs voilà, qu'on met en route la journée, la nuit ça sert absolument à rien et il faut éviter de les mettre justement pour assécher l'air. On va les mettre en route en journée pour assécher l'air. Pourquoi en journée on va assécher l'air? C'est tout à fait normal. Les Ediamphora poussent dans des conditions très exposées en pleine lumière, donc automatiquement, phénomène naturel, les Ediamphora vont avoir une atmosphère qui vont s'assécher en journée. Donc la journée, ce qui est optimum on va dire, c'est d'avoir des Ediamphora qui vont passer votre journée, on va dire, comme je vous disais tout à l'heure, entre 8h et 18h à 50%. 50-60% ce serait le top. Et quand on va arriver sur les coups de 18h, automatiquement nous allons être obligés de repartir sur des hygrométries très élevées. Il va falloir s'approcher, voilà, il va falloir avoir une base de 80, même entre 80 et 100% d'hygrométrie obligatoire. Donc là, juste à côté, vous voyez de l'extracteur, c'est l'entrée du brumisateur ultrason. Donc le brumisateur ultrason, pour ma part, est branché toutes les nuits. Il ne marche que la nuit d'ailleurs, déclenchement que la nuit. La journée, on ne le met absolument pas en route. Donc c'est un déclenchement toutes les 2 heures pendant un quart d'heure. C'est ce que j'ai pris. Après, je vais vous montrer, c'est le système Frogger XL. Moi, je le recharge à peu près une fois par semaine, on va dire, dans ces conditions-là. Et en fait, vous avez une molette de réglage pour diffuser plus ou moins. Moi, je l'ai mis sur moyen. Comme ça, je me suis dit, j'ai fait des tests. Voilà. 5 minutes, le terrarium est complètement dans la brume, on ne voit plus rien.
Donc je me suis dit sur 5 minutes, voilà, ça tourne encore pendant 10 minutes à faire énormément de chauffe. Donc je me suis basé sur une base de 5 minutes, où c'est que le thérium est rempli. Voilà, c'est comme ça que j'ai réglé cet appareil. Donc le deuxième point pour l'histoire de l'hygrométrie à remonter en nuit. Donc là, c'est pas forcément que ça va remonter l'hygrométrie, quoique ça joue énormément. C'est un système de pluie. C'est un système d'arrosage qu'on peut utiliser en extérieur. C'est des petites têtes Gardena qu'on peut trouver. Moi j'ai mis ça. Ça crache très bien. Ça fait une très grosse pluie. Donc la pluie, je la déclenche à 17h et 21h. Je fais deux pluies d'à peu près, je sais plus, 45 secondes je crois. Donc du coup, ce qui fait que ça fait énormément de pluie, ça mouille énormément les plantes et ça fait remonter l'hygrométrie un peu plus rapidement que votre hygrométrie à ultrasons qui lui va entretenir l'humidité pendant la nuit. Donc là, il est relié voilà, en tuyau de 16, il me semble, 16 ou 13, non ça doit être du 16, du tuyau de 16, du petit tuyau noir de 16, et relié à une pompe de pluie, une pompe d'arrosage tout basique, j'ai dû payer ça 25 €, qui est dans un bidon à l'extérieur du terrarium, et voilà. Donc encore un point très important au niveau des Heliamphora, pourquoi on crée un système de pluie? Les Heliamphora nécessitent d'avoir leur cornet rempli d'eau constamment, donc ils s'assèchent assez rapidement, mais voilà, tous les jours au moins il y a de l'eau qui se remet dans les cornets. Et ça, c'est un point très très important au niveau des Heliamphora. Des fois, vous allez avoir des urnes qui sèchent. C'est peut-être dû à ce phénomène d'urnes sèches. Donc, quand vous faites ça dans des conditions de serre et compagnie, simplement dans des bacs trempés, pensez bien à remplir, et je le dis bien, à l'arrosoir avec une pomme, si on n'a qu'une ou deux plantes, c'est d'en mettre au moins tous les 2-3 jours. Il faut remplir les cornets au maximum d'eau. De toute façon, l'Heliamphora ne pourra jamais être saturé de son cornet en eau. Au niveau de la moitié de son urne, il a un petit trou, on va dire, de vidange pour justement éviter ce phénomène d'être trop rempli. Donc voilà, j'ai parlé de la température, j'ai parlé de l'hygrométrie. Maintenant, je vais vous parler de la luminosité. Luminosité, c'est un point très important. C'est un point très important parce que sur les sommets, en général, il n'y a pas de forêt. Donc, c'est exposé de façon, on va dire, très lumineuse, même en plein soleil. Le problème du plein soleil, c'est que chez nous, quand on assèche l'atmosphère, et voilà, le soleil peut être très brûlant. Chez eux, ça dure pas très longtemps en général. Donc, moi, j'utilise un ombrage justement en pleine journée. Bon, au début, voilà, au mois de mars, avril, je m'en occupais pas trop, ça restait en plein soleil, mais plus le temps va passer, plus il va falloir se méfier du soleil. Ça peut provoquer des brûlures au niveau des plantes, et une fois qu'il y a brûlure, ça peut être très long à relancer sa croissance. Donc il faut se méfier. Ce qui va être complètement différent des Nepenthes, et que je vais réadapter pour cet hiver, de toute façon ça va être obligatoire, un Heliamphora ne doit pas pousser avec des conditions de gris, de brouillard et compagnie qu'on peut avoir en France, il lui faut beaucoup de lumière. Je vais réinstaller des lampes à LED. Pourquoi on ne peut pas mettre les Heliamphora avec les Nepenthes Highland? C'est tout simple. Ce problème-là, ça va être la luminosité. L'Heliamphora n'a pas les mêmes LED à utiliser que les Nepenthes qui ont besoin d'une luminosité moins forte et plus ombragée. Pourquoi je vais insister sur la lumière? Déjà, si vous n'avez pas assez de lumière, vos cornets d'Heliamphora vont être verts. C'est un truc qui n'est pas forcément logique. Un Heliamphora, ça tire plutôt dans les rouges. Donc, déjà, le cornet va être vert. Et la grande particularité de ces différentes espèces entre elles de Heliamphora, c'est de les reconnaître avec leurs cuillères. Les cuillères à nectar qui sont au-dessus du cornet, c'est la seule, il n'y a pas que celle-là, mais c'est une grande possibilité pour pouvoir les identifier entre elles. Et c'est pour ça qu'elles sont complètement différentes entre elles. Elles n'ont pas les mêmes cuillères. Voilà un point très important pour identifier les variétés. Allez! Maintenant, pour voir un peu mieux les plantes, voilà, je vous mets quelques plantes en image. Je vous fais une petite visite guidée, on va dire, des espèces les mieux reprises que j'ai eues au tout début
de l'hiver. Donc là nous sommes sur Pulchella Churitepuis. Donc on reconnaît bien les Pulchella avec la cuillère qui revient à l'intérieur du cornet. Juste là, il s'agit de Expandiculata. Donc là, on peut le voir aussi, la cuillère est quasi inexistante. C'est vraiment collé au cornet par rapport aux autres espèces. Un Ionassi. Donc Ionassi, c'est ceux qui ont des tailles vraiment impressionnantes au niveau de taille adulte. Juste derrière, il s'agit de Minor, donc son nom Minor, et ben Minor ça veut dire petite, donc c'est une plante qui va rester toujours petite, avec ses sœurs en Minor pilosa, donc c'est que, voilà, vous voyez bien, c'est le pilosa, c'est dû au poil à l'intérieur du cornet. On continue un petit peu. Voilà un hybride par exemple, Serracea par Ispida, superbe belle plante qui devient rouge. En continuant de l'autre côté, nous sommes ici sur un Neblinae, un autre pilosa sur le dessus avec localité qui devient très très rouge. Donc là nous sommes sur des ubéries. Encore un hybride Heterodoxa par Ionassi. Le Chimatensis avec sa cuillère bien droite vers le haut. Et nous allons terminer sur un autre Neblinae. Là on voit pas forcément, mais la cuillère revient plutôt à l'intérieur. Neblinae sont des espèces qui deviennent très très imposantes. Donc dans les espèces, on va dire, très imposantes, là malheureusement vous verrez pas, mais c'est Folliculata, c'est une espèce qui devient très très grosse. On le voit au cornet, et l'ancien cornet qui commence à sécher, les nouveaux se mettent en place, mais c'est des espèces, voilà, qui prennent énormément de place dans les terrariums, qui font des cornets, c'est les plus grands cornets qui existent, et qui ont tendance même à s'évaser, ont moins tendance à avoir une... voilà, d'être dressé. Celui-là c'est un petit glabra. Donc voilà, un petit peu le tour de toutes les espèces. On va dire que pour l'instant je peux vous présenter de façon convenable. Voilà, il y a un petit Ateille, vous verrez pas trop, bon il est tout petit. Voilà, le Minor Burgundy Black, hein, c'est celui qui est très très rouge. Arrêt Nicolas, enfin voilà, les espèces qui viennent d'être entrées, je ne vais pas forcément vous les montrer car elles sont encore en reprise, hein. Des plantes, ça met des fois plusieurs semaines avant de refaire des nouveaux cornets et de se réinstaller de façon convenable. Donc voilà pour vous montrer un petit peu la situation. Tout refait des nouveaux cornets, tout se remet grâce à la lumière, on va dire, qui devient plus intensive. Et donc, voilà le fameux Heterodoxa par Minor, qui reste une espèce facile pour les débutants. Voilà, vous avez vu un petit peu les plantes que j'avais, je vous ai fait faire un petit peu le tour. Une petite visite rapide parce que la collection est encore très petite, hein, par rapport à ce qui peut exister comme Eliamphora. Hein. Il y en existe, je vous dis, il y en existe 23 espèces, et après par espèce vous avez différentes localités, ce qui fait, et différents clones, hein, surtout au niveau des pilosas, il y a beaucoup de clones, mais voilà, ça fait une liste impressionnante. Maintenant, on va attaquer la dernière partie. La dernière partie va être plus sur la technique de culture des plantes. Donc là, aujourd'hui, je vous ai donné les informations que moi j'utilise en tant que démarrage, on va dire. Donc, les bases sont là, et ça va être ajusté suivant comment ça va se passer avec la culture dans le futur avec ces plantes. Donc je vous dis, les choses que je vais améliorer, c'est un éclairage LED pour l'hiver et un système de refroidissement pour l'été, pour essayer de maintenir une température plus basse.
ces plantes peuvent passer, on va dire, 40-45 degrés. Voilà, elles arrivent quand même à s'adapter. Mais on en a certaines dans le groupe qui ne supportent pas ces grosses chaleurs. Et comme je l'ai dit avant, moi j'avais un but, c'est de rester en dessous de 30 degrés. Pourquoi je veux rester en dessous de 30 degrés? Parce qu'en fait, dedans, j'ai mélangé que des utriculaires un petit peu plus spécifiques, hein, comme Nutricularia humboldti, Kelchi, et ceux-là ne supporteront jamais des températures au-dessus de 30 degrés pour les maintenir correctement. Maintenant, je vais te parler du substrat. Alors le substrat, c'est comme toutes les plantes, il y en existe une multitude de personnes qui utilisent une multitude de substrats. Moi, ce qui est marrant, c'est suivant où j'ai acheté les plantes, j'ai reproduit un peu le substrat qu'elles avaient déjà. Donc, en grande partie des plantes, et je vais insister sur ce système racinaire suivant s'il est plus ou moins développé, comme vous recevez des plantes avec des gros systèmes racinaires, moi, directement, je prends les plantes, je les mets dans 50% tourbe blonde et 50% sable et du sable non calcaire. J'en ai reçu des autres qui venaient d'un autre endroit. Voilà, je les ai passés en 50% tourbe, 50% perlite. Donc voilà, sur les deux grosses collections, on est sur un substrat plus ou moins différent, mais en gardant les mêmes proportions. Mais pour être plus précisément, pourquoi le substrat perlite est utilisé? Parce que c'est des plantes qui vivent en symbiose avec un champignon, pour éviter tout ce qui est système racinaire au niveau des maladies. Et on ne peut pas utiliser de sable apparemment pour ce champignon. Donc c'est un champignon qui détruit plus ou moins les maladies cryptogamiques qu'on trouve. Voilà, vous savez, ça fait, quand on soulève des fois des choses dans les bois, on voit une matière blanchâtre. Et ça fait, en fait, c'est un champignon. C'est un champignon qui évite toutes les maladies. Et c'est utilisé dans l'agriculture et on peut l'utiliser pour les Helianthora. Après, c'est très difficile à démarrer, à mettre en place. Hein. C'est une espèce de poudre qu'on mélange avec de l'eau. Et voilà, on va arroser les plantes plusieurs fois pour essayer de fixer le champignon sur les racines. Mais pour l'instant, je ne vous parlerai pas de ça parce que je n'ai pas encore utilisé et je ne sais pas si je vais mettre ça au point parce que pour l'instant, j'ai pas de maladie réelle qui se développe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé sur ces plantes-là de rester dans la tourbe et la perlite pour voir si le champignon est resté accroché à ce fameux système racinaire. Ce qui concerne les substrats. Alors les substrats des Helianthora demandent à être changés très régulièrement. L'Helianthora ne supporte absolument pas d'avoir le surfaçage avec des mousses qui poussent et avoir une semelle comme on peut appeler en général. Donc ça ne se supporte pas ça, tout simplement pour ce que je vous ai dit avant. Dans le milieu naturel, les substrats sont hyper remués grâce aux pluies. Donc on essaye de changer ça régulièrement. Donc en général c'est tous les 1 an voire 2 ans maximum, sinon votre plante va finir par végéter. Donc pour continuer un petit peu, voilà, donc on parlait des gros systèmes racinaires. Quand vous avez des systèmes, des fois on voit des plantes qui sont vendues sans système racinaire. Alors là, faites très attention, parce que sur ces points-là, il faut être un peu plus expert pour pouvoir faire raciner une plante qui arrive sans système racinaire. Même moi, j'hésite encore à en prendre. J'en ai reçu dernièrement, j'ai reçu deux Uberi pour faire le test. J'ai eu Heterodoxa Grand Sabana que j'ai reçu comme ça. Et puis le fameux Neblinae Mysterious Giant que je vous avais montré. Celui-là, bon, bah, il avait un système racinaire, mais malheureusement il a cassé pendant le transport. Donc j'ai réussi à recréer un petit système racinaire. Donc je pense que la plante c'est bon, c'est reparti. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver quand vous recevez des plantes. Bien souvent elles arrivent soit en pot, soit racines nues. Donc racines nues, bah, quand il y a des gros systèmes racinaires, eh ben, le problème c'est que ça peut casser, hein, dans le sopalin, il suffit que ça bouge un peu et ça casse. Donc c'est exactement pareil pour les cornets. Quand on reçoit des plantes, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais vous verrez que les jours qui passent, on va voir des entailles dans les cornets. Un cornet d'Helianthora, vous le touchez, la cuillère saute direct. Hein, suffit que vous le raccrochez ou quoi que ce soit, ça casse
c'est des cornets qui cassent comme du verre. C'est pas du tout comme le Sarracenia, c'est très très délicat, c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum les manipulations dans vos terrariums. Une fois que c'est installé, c'est installé. Voilà, alors je vais vous ouvrir comme ça vous verrez mieux la partie. Mais voilà, moi ils sont installés suivant les hauteurs, comme ça on voit les plantes plus facilement, c'est sûr, on va pas mettre les grands pots devant, mais ça m'évite de pouvoir les contrôler sans les toucher. Donc voilà, pour en revenir à ce système de racines non développées, donc soit vous avez des toutes petites racines, soit il n'y a pas de système racinaire. En général, voilà, il y a des trucs plus spécifiques, mais pour rester un peu dans la banalité, utiliser de la sphaigne morte. On utilise de la sphaigne morte mélangée avec de la perlite en grande quantité pour favoriser le développement. Donc pourquoi on va faire ça? C'est pour avoir plus d'humidité au niveau de la base de la plante pour déclencher ce système racinaire. Et Gaël m'a encore parlé de ça cette semaine pour développer, donc ce qui va stimuler c'est la sphaigne, mais quand vous allez avoir des petites racines, on n'en connaît pas encore la cause, mais il faut mettre des cubes de matelas. C'est une vieille méthode qui marche très très bien pour développer un système racinaire en profondeur et un développement hyper rapide. Pour continuer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les plantes ne sont absolument pas dans l'eau. Vous avez un système de plaques, hein, pour un peu schématiser. C'est une plaque avec une feutrine par au-dessus, un géotextile, une aquanape, comme vous voulez, pour garder l'humidité quand même à la base du pot. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'en hiver, la moitié du pot était dans l'eau, en été, le pot était complet dans l'eau. Ça n'existe plus. On s'est rendu compte que ça développait beaucoup trop de maladies, que les plantes végétaient de cette façon-là, et du coup, les plantes ne baignent jamais dans l'eau. Alors, si vous voulez laisser vos plantes baigner dans l'eau, la seule façon qui a été remarquée pour pouvoir faire baigner dans des pots dans l'eau pour l'Helianthora, et je dis quelques centimètres, en fait c'est d'avoir des pots super hauts. Il faut des pots, il me semble, de 25 cm de haut. Si vous avez des pots qui sont inférieurs à 25 cm de haut, les pots doivent être mis en dehors de l'eau. Après, je vais peut-être me faire recadrer là-dessus parce que certains vont les mettre dans l'eau. Mais attention, je vous parle encore de la façon que moi je les cultive. Donc, ayant eu des échecs énormément avec des plantes qui étaient dans l'eau, j'ai opté pour cette technique et je vois la nette différence. Quand on a des plantes carnivores qui ne sont pas dans l'eau, le point très important est qu'un Helianthora ne se remettra jamais en temps normal, c'est d'avoir un substrat qui ne sèche absolument jamais, de jamais, de jamais. Il doit toujours rester trempé de chez trempé. C'est pour ça qu'on a toujours ce système de pluie qui est constamment en train de remouiller le substrat et les plantes, ce qui fait que finalement ça ne s'assèche jamais. Donc on verra peut-être voilà, je vous parle d'un ajustement de paramètres encore une fois, peut-être provoquer une pluie un peu plus importante, surtout au moment estival quand on va être dans des moments de canicule, peut-être pour déclencher la pluie, voilà, sur les minuit, 1 h du matin, quelque chose en pleine nuit, où c'est que on va faire une pluie, on va dire de 2 minutes, pour remouiller mais à fond le substrat. Peut-être que, voilà, comme je vous disais, les 40 secondes 2 fois le soir, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour les volumes, peut-être que l'atmosphère va faire que ça la sèche beaucoup plus rapidement, mais ça c'est un paramètre qui va être modifié en fonction de l'évolution de la saison. Pour continuer un petit peu, la taille du pot n'a aucune importance. Moi j'ai reçu le Expandiculata, je m'en rappelle, il était dans un pot de 6, 7, il était dans un pot tout petit, avec une hauteur comme ça, et la plante était très très grosse dedans. Donc là je l'ai changé de pot pour qu'il soit à la même hauteur que les autres, puis le pot était pas très, je pense que dans la culture où il était peut-être calé avec les autres, mais moi j'essaye de ne pas les coller entre eux, j'essaye d'avoir un flux d'air qui circule entre les plantes. Je ne les mets pas vraiment à touche-touche, les pots sont vraiment écartés et non collés. Vous adaptez un petit peu, comme vous voyez j'ai reçu 2 grosses plantes, j'ai voulu les faire un petit peu surveiller les autres avec des grands volumes, mais en général je suis
Pour les grosses plantes, j'utilise du godet carré, c'est du 13-13. Et pour les un peu plus courts, c'est du godet de 9 par 9. Voilà un exemple tout simple du godet 9 par 9. Ça c'est le Ceracé Paris Spida. Vous voyez, je l'ai reçu donc d'où il venait, perlite tourbe et installation de sphène. L'installation de sphène va développer une humidité au niveau de la plante. J'ai dû le dire avant, mais voilà, je suis en train de les installer. Elles sont toutes plus ou moins avec leur petite tête de sphène pour repartir. Comme ça fera toujours un plus en pleine journée pour leur créer une humidité un peu plus importante. Et ce qui est très important avec la sphène, avant que vous voyez vos plantes sécher, en fait vous verrez la sphène sécher en premier. S'il y a un manque d'humidité, c'est un indicateur avant le pot. Donc voilà, la sphène est installée, on met des petits bouts comme ça, on découpe des petits bouts qu'on saupoudre dans le pot. Et en fait, le fait que ce soit toujours humide, que ce soit toujours sous la pluie, sous l'humidité, en fait, ça reprend très très bien. Hein, c'est comme je vous disais dans la vidéo précédente, la sphène a besoin d'énormément d'humidité, d'eau pour reprendre facilement. Enfin, je vais revenir un petit peu sur le chauffage que je vous avais montré. Donc c'est un 400 watts. C'est un terrarium qui fait 1,50 m par 1 m de large sur 1 m de haut. J'ai essayé avec des capes chauffants. Les capes chauffants, ça ne suivait pas. J'ai essayé en 2 fois 100 watts. Donc j'avais 200 watts de capes chauffants. Ça ne me remontait absolument pas la température. Ça remontait de quelques degrés, mais c'était pas assez suffisant. C'est pour ça que j'ai opté pour quelque chose de soufflant. Mais quand vous avez des bacs beaucoup plus petits, donc là c'est un grand volume quand même, hein, c'est assez grand, donc il faut chauffer hein, quand il fait 5 degrés dans la serre pour monter à 15, vous imaginez bien. Mais quand vous avez des plantes en intérieur sous LED ou quoi que ce soit, ce qu'on peut utiliser pour faire ce changement de température, c'est de mettre des capes chauffants en branchement uniquement la journée. Et moi je vais insister, mettez quand même un thermostat hein, pour éviter qu'on arrive sur des températures extrêmes si ça chauffe un peu trop. Donc en petit volume, faites des tests. En fait, n'achetez pas Heliamphora et achetez le terrarium après. Il faut que vous ayez un terrarium opérationnel dès que les plantes arrivent. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait avec celui-là. J'avais aucune plante dedans, il a tourné pendant 1 mois. On a vérifié les températures, on a vérifié l'humidité et tout ce qui va pour vérifier que le truc était opérationnel avant d'avoir les plantes. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai commencé avec mes capes chauffants. Hein, j'avais 200 watts, j'avais un gros doute, hein, mais je vous le cache pas. Et du coup, quand j'ai vu que la température n'augmentait pas, j'ai tout arrêté. Je l'ai laissé comme ça pendant une semaine, j'ai réfléchi à une solution et je suis tombé sur un... Voilà, c'est un chauffage voilà, qui est tout petit. Je me suis dit tiens, j'en ai parlé encore à la même personne. Il m'a dit attention, ne le mets pas en soufflant direct à l'intérieur du truc. De toute façon, ça ne supporte pas l'humidité. Donc c'est pour ça que j'ai fait le bac. C'est pareil, le bac, il m'a apporté une modification peut-être qu'on n'aurait pas pensé chez nous. C'est de mettre du polystyrène extrudé sur une épaisseur. J'ai mis ça, c'est pas pour rien. Si vous mettez du pollen extrudé en type de cadre au-dessus, après vous pouvez passer tous les appareils que vous voulez. Que ce soit câble, que ce soit extracteur, que ce soit pour les brumisations et compagnie. C'est toujours beaucoup plus facile de percer un cadre en polystyrène qu'un cadre de verre. Moi le verre, j'aurais jamais pu passer des extracteurs de 10 cm de diamètre ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça avec du polystyrène et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est pareil, les ventilateurs là qui vont arriver, je les ai commandés, ils arrivent dans la semaine. Les ventilateurs seront beaucoup plus simples et on peut le mettre, on peut récupérer des ventilateurs si vous êtes un peu bricoleur d'ordinateur, mais il faudra les laisser en extérieur. Hein. C'est des choses qui ne peuvent pas être dans l'humidité, qui ne supportent pas l'humidité, qui ne sont pas prévues pour l'humidité. Donc il faudra toujours qu'ils soient en dehors et qu'ils crachent à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a du polystyrène en tour. Mais pour revenir au cap chauffant, voilà, faites attention, n'allez pas à l'économie, n'allez pas dire ah je vais acheter un fil chauffant de 50 watts et on verra si ça chauffe. Essayez d'être logique dans ce que vous faites parce que si après vous êtes obligé d'acheter 2 fois 50 watts, bah, ça veut dire 2 fois racheter la même chose et puis qu'au final ce sera encore peut-être pas suffisant, donc on va virer les 50 watts et on va acheter directement un fil de 200 watts.
Voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense que la vidéo est assez complète pour mes débuts dans les Heliamphora. Donc sur ce, si vous avez la moindre question, on peut toujours en discuter en privé. Donc je vous souhaite bonne chance pour ces plantes-là. Et en attendant, portez-vous bien.